Bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là pour notre premier webinaire de la série Mercredi Webi. Pour nous assurer du bon déroulement, comme vous avez remarqué, vous êtes toutes en mode silencieux. Et lorsque vous avez des questions, en bougeant votre souris, vous allez voir en bas de votre écran ou certaines peut-être c'est sur le côté à droite, vous avez des fonctions pour utiliser le chat ou le clavardage. Donc à ce moment-là, moi je serai votre porte-parole et lorsqu'il y aura des questions, je pourrai les adresser à la personne qui fait la formation, pas au fur et à mesure, mais à quelques étapes durant la présentation que nous avons convenue. Vos questions seront posées à ce moment-là. L'idée du webinaire nous est venue parce que chaque année, certains d'entre vous le savez déjà, nous organisons des missions commerciales, que ce soit aux États-Unis ou encore en Europe. Et nous avons le privilège d'accompagner des exportatrices et nous sommes au fait des enjeux qui les préoccupent durant cette période de pandémie. Alors, notre présentatrice d'aujourd'hui, Diane Béliveau, est directrice régionale du district de l'Est du Québec pour EDC. Elle a œuvré dans des marchés internationaux, entre autres en Afrique et au Mexique. Sa spécialité est définitivement le financement et ce qu'elle fait pour EDC depuis maintenant plus de 15 ans. Lors de la conférence de WeBank que nous avons eue l'an dernier à Baltimore, nous avons eu le privilège d'avoir Diane comme accompagnatrice de la mission. Aujourd'hui, elle nous entretiendra des enjeux d'exportation en période de pandémie. Alors, Diane, j'aimerais commencer le webinaire en te posant une première question qui va comme suit. Le gouvernement du Canada a annoncé des programmes financiers importants pour appuyer les entreprises durant la crise du COVID-19. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il vous plaît? Oui, certainement, Lise. Merci beaucoup. On peut déjà se préparer pour passer à la diapo, hein, celle-là. Et j'aimerais d'abord vous remercier, le RFAQ, d'avoir organisé cette session-ci, de m'avoir invité pour ça. Je trouve que c'est important d'avoir ces discussions ici maintenant. Je voudrais aussi souhaiter à tous et à toutes, surtout, d'être en bonne santé avec leur famille, de bien aller avec les entreprises. Vous allez voir que vous avez déjà entendu parler probablement qu'il y a beaucoup d'aide qui est en train d'être mobilisée d'un peu partout. Je vais en parler. On va commencer ici avec le DC, mais je vais parler un petit peu des autres, le mentionner. Les temps sont difficiles pour tous, mais on s'entraîne un peu partout à tous les niveaux pour passer rapidement à travers cette crise ici. Alors, en souhaitant que tout le monde est bien en santé et heureux à la maison. EDC fait partie du gouvernement canadien, de l'équipe du gouvernement canadien, et comme la plupart des intervenants, on a mis en place des mesures pour aider les compagnies à passer à travers cette crise ici. C'est une crise, si on veut, sanitaire qui cause des problèmes de liquidité. Ce n'est pas un problème de liquidité, mais le résultat fait en sorte que les entreprises pris dans cette crise ont des problèmes de liquidité, mais ceux qui, les banques et des intervenants ont ces liquidités-là. Alors, c'est pas comme 2008-2009 où il n'y avait plus d'argent. L'argent était difficile. Cette fois-ci, elle est là. Alors, on est là pour vous aider. D'abord, EDC a mis en place certaines mesures de la façon qu'on fait affaire avec nos propres programmes à l'interne pour aider. D'abord, on a eu des pouvoirs, des nouveaux pouvoirs, il y a une semaine environ, des nouveaux pouvoirs du gouvernement du Canada pour permettre à Exportation et Développement Canada d'appuyer des entreprises qui n'exportent pas. D'habitude, nos outils sont faits pour les entreprises qui exportent ou qui veulent exporter, qui exportent indirectement, qui investissent à l'étranger. Mais avec nos nouveaux pouvoirs, à ce moment-ci, on est là pour toutes les entreprises canadiennes, ce qui est important pour le gouvernement du Canada. D'abord, EDC, dans ses programmes normaux, on a reporté de 6 mois les commissions de garantie de prêt. Tous ceux qui ont des garanties de prêt avec EDC, les commissions sont reportées. La même chose pour des frais de garantie de facilité de change. Les frais pour ces garanties-là sont reportés. Il y a aussi une diminution de la prime qui accompagne nos mesures.
Et également, pour les garanties de cautionnement bancaire, on augmente de 25 les capacités pour ces garanties-là qui sont en place. On a aussi simplifié nos démarches de souscription pour pouvoir aller plus rapidement, pour pouvoir vous répondre plus rapidement, parce que vous avez besoin des fonds rapidement, parce qu'il y a un gros flot aussi de demandes. Alors, on a ajusté nos choses pour pouvoir aller plus rapidement pour les entreprises. Il y a une plus grande souplesse aussi au niveau de l'assurance crédit, certaines mesures qu'on a prises pour pouvoir vous venir en aide plus rapidement, la même chose. Et on a un nouveau programme de crédit aux entreprises qu'on appelle la garantie PCE. On peut à ce moment-là aller à la prochaine diapo qui explique les deux programmes qui sont soutenus par EDC. C'est des programmes, disons, qui ont été lancés par le gouvernement du Canada, par Bill Morneau qui a fait les annonces graduellement au fur des dernières semaines. Alors, l'appui d'EDC est vraiment en deux parties qui sont, dans les deux cas, des outils qui sont conjointement avec les banques canadiennes. Alors, la façon pour EDC de pouvoir rejoindre rapidement et facilement toutes les entreprises à travers le Canada, bien, c'est à travers les institutions financières. Les institutions financières qui ont déjà le setup avec chacune des compagnies. Des comptes de banque existent. S'il y a des sûretés qui devaient être prises, sont déjà prises. Tout est en place. Alors, c'est la façon la plus rapide et efficace de pouvoir déployer des fonds qui sont nécessaires, des fonds d'urgence qui sont nécessaires aux entreprises, plutôt que de commencer à envoyer des applications à EDC, puis on n'a pas le back-office, si vous voulez, pour fournir la demande et aller rapidement. Alors, on utilise les banques dans ce cas-là pour aller plus facilement et plus rapidement jusqu'aux entrepreneurs. Il y a deux programmes principaux qui ont été mis en place dernièrement. Le premier est encore, il y a la Banque nationale qui l'a opérationnalisé. Tous les autres sont en processus d'opérationnalisation. Alors, ça s'en vient dans les prochains jours, probablement d'ici la fin de la semaine prochaine. Là, la plupart seront en place avec votre institution financière. Ce que c'est une garantie de prêt. EDC garantit un prêt jusqu'à 6,25 millions de dollars pour des besoins urgents liés à la COVID-19. Alors, c'est pour des besoins liés aux impacts de la COVID-19. C'est pas pour refinancer des vieux prêts, c'est pas pour faire d'autres choses, mais vraiment des besoins et des opportunités liées à la COVID-19. La garantie d'EDC est d'une durée d'1 an et renouvelable à la fin d'un an. On a aussi le report immédiat des paiements et des frais d'EDC pour la période de 6 mois. Et pour toute information, alors c'est voir son institution financière qui, eux, ont des modalités et des admissibilités qui sont particulières pour chaque entreprise. Mais le programme est pareil pour toutes les institutions financières à travers le Canada. Le deuxième programme, qui est vraiment un programme d'urgence. EDC, c'est vraiment, on passe l'argent de gauche à droite, c'est à peu près tout ce qu'on fait au nom du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada qui a annoncé ça la semaine dernière. Il est présentement disponible en ligne sur toutes les plateformes des banques canadiennes, des institutions financières canadiennes. Alors, si vous en avez besoin, si vous qualifiez, vous allez voir votre institution financière. Aller en ligne, c'est ce qui est le plus facile. Vous appliquez en ligne, c'est la façon de procéder. Alors, le critère d'admissibilité, c'est pour les entreprises qui auront versé entre 50 000 et 1 million de masse salariale en 2019. C'est un prêt qui va jusqu'à 40 000 pour de la liquidité d'urgence, pour payer le loyer, pour payer certains salaires, pour payer des fournisseurs, n'importe quoi là, qu'on a besoin de faire présentement et qu'on a une baisse de revenus, on a besoin de ce petit 40 000-là, il va quand même dépanner pour la plupart des compagnies. C'est un prêt qui est sans intérêt jusqu'au 31 décembre et vous pouvez le repayer jusqu'au 31 décembre 2022. S'il est repayé
à ce moment-là, vous bénéficiez d'une radiation de 25 du montant du prêt. Alors, c'est intéressant, 25 du prêt n'aura pas besoin d'être repayé si le restant est repayé au 31 décembre 2022. Pour ceci, vous allez voir votre institution financière. Pour la plupart, j'ai vérifié, je les ai vus, c'est en ligne, c'est disponible en ligne, on peut appliquer en ligne. Si vous voulez en savoir davantage sur les critères d'admissibilité, qu'il n'y en a pas beaucoup, le principal, c'est la masse salariale, vous pouvez suivre le lien que j'ai mis en bas, ciba-cuec.ca. Vous allez voir là, les informations sont là. On peut passer à la prochaine. Ça, c'est Lise, ça répond à ta question. Excuse-moi d'avoir radoté un peu. Ça répond à ta première question. Qu'est-ce que EDC fait en ce moment de crise ici? Alors, on a mis des souplesses dans la façon de faire et on a 2 programmes qui sont disponibles à travers les institutions financières. À ce moment-ci, Diane, j'aurais une question qui nous est provenue d'un de nos groupes, d'une de nos membres qui est allée à une mission économique à WeBank, justement l'an dernier, qui était avec toi. C'est Véronique Couturier, la présidente d'Expertise, qui est associée chez Par2. On parle beaucoup de programmes de garantie, tout ça. Est-ce que ça s'applique aussi aux biens qui sont importés? Par exemple, si on achète un bien à l'international, puis est-ce que le prix payé il est assurable si la marchandise ne serait pas livrée ou encore qu'elle serait livrée partiellement? C'est une bonne question. C'est une question qu'on reçoit beaucoup ces jours-ci. EDC a un outil qui existe pour de l'équipement. Alors, ça ne serait pas nécessairement pour des biens de consommation, mais pour de l'équipement. Alors si vous devez importer une machine pour reprendre vos activités, une nouvelle machine, il y a certaines compagnies qui changent peut-être un petit peu des façons de faire. À ce moment-là, on peut couvrir l'avance de fonds que vous avez versé, qu'on vous demande de verser. Alors, c'est un peu la couverture qu'on a pour ça. À part ça, il n'y a pas autant une assurance. Dans le marché, il n'y a pas une assurance qui existe, malheureusement, pour couvrir le fait qu'on a payé l'équipement ou le bien de consommation d'avance et qui n'arrive pas. Je vais en parler un petit peu tantôt là, de travailler avec ses fournisseurs. Il y a des enjeux, c'est-à-dire qu'il faut bien connaître ses fournisseurs, pas se lancer n'importe où. On a toujours des petites craintes que notre fournisseur peut-être passe pas à travers la crise. Alors, il faut voir peut-être de revoir ses termes de paiement avec ce fournisseur-là. Est-ce qu'on peut payer avec une lettre de crédit à la place et que le tirage se fait lorsqu'il envoie les biens, un peu dans ce sens-là. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être discuter davantage à un autre moment donné avec quelqu'un de DC, avec son banquier aussi, d'émettre des lettres de garantie comme ça, c'est faisable. Alors, c'est de revoir peut-être un peu ces termes de paiement pour rendre la chose la moins risquée possible pour tout le monde. OK, parfait, merci beaucoup. On a une autre question qui nous provient de Brigitte L'Espérance, qui est la présidente d'Extension Roll-Up. Elle aussi faisait partie des participantes qui sont allées à WeBank l'an dernier. Et elle se demandait si, par rapport aux importations, si les accords de libre-échange, par exemple, qu'on a avec les États-Unis et aussi les accords qu'on a avec l'Europe, est-ce que ça tient toujours ou s'il y a des modifications qui ont été apportées à ces accords-là? Les accords tiennent toujours, oui, en effet. Les accords tiennent toujours, demeurent en vigueur. Il n'y a pas de raison de les changer. Par contre, moi, ce que j'entends sur le marché, c'est que c'est pas autant les ententes tiennent, mais c'est le transport, c'est la logistique qui est peut-être plus difficile ces jours-ci. Alors, le transport, dans certains cas, peut être un petit peu plus cher, peut-être un petit peu moins vite que ce qu'on est habitué. Difficile de trouver de la capacité à ce niveau-là.
Ça, c'est l'enjeu principal de ce que j'entends sur le marché. Mais le flot continue. Les barrières sont ouvertes aux États-Unis là, pour le flot de marchandises. Les barrières sont tout à fait ouvertes et les conditions continuent sous les accords internationaux qu'on connaît, les accords tarifaires, si on veut. Ça demeure de même, c'est pas, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Parfait, merci beaucoup. Puis il y a une autre question qui m'est survenue pendant que tu faisais la présentation. Tu disais que maintenant, LDC n'aidait pas seulement les compagnies qui exportaient, mais toutes les autres compagnies aussi. Y a-t-il des profils en particulier que vous aidez davantage ou il y en a que vous ne pouvez pas considérer? Y a-t-il des critères en particulier? Parce que tu parlais de l'admissibilité, c'était pas mal pour tout le monde. Il faut aller sur les sites des banques pour savoir un peu plus. Mais y a-t-il des lignes directrices qui pourraient aider celles qui écoutent présentement la présentation à savoir si elles sont éligibles ou pas à votre soutien? Notre soutien demeure pareil. Il n'y a pas d'industrie où on est. Les seules industries, je dirais, où on n'est pas là, c'est pas une surprise, c'est des choses qui sont utilisées pour de la guerre, des fusils, des canons, des choses qui font peur. On n'est pas là, on n'a jamais été là, on ne sera pas plus. Dans certaines industries, bon, ça dépend, le jeu, le sexe, ces choses-là, ça ne surprend personne. On n'était pas là avant, on ne sera pas plus là maintenant. Il y a des industries, on participe dans les mesures, le pétrole et gaz dans l'Ouest, qui est à 2,75 $ le baril. On a tous entendu parler de ça. On participe à des efforts avec le gouvernement fédéral pour aider cette entreprise-là en particulier. Mais le restant, on est là pour pas mal tout le monde. Parfait. On a une question qui nous provient maintenant parmi les auditrices de Sophie Côté. Elle dit le programme d'Espoir Québec, est-ce qu'il va être assoupli? Est-ce que ça va inclure les livraisons indirectes aux exportateurs? Le programme d'assurance, pour les comptes à recevoir, si j'ai bien compris la question. C'est le programme de Canada Export, de CanExport, autrement dit. Canada Export, j'imagine, c'est CanExport OK. qu'on veut dire ici. Est-ce qu'il Ouais. va être assoupli? Parce que souvent, quand ils font leur demande là, pour être éligibles à avoir la subvention de CanExport, il y a certains frais qui sont inclus, d'autres qui ne le sont pas. Et là, on demande si les frais de livraison indirects seront. Puis quand elle parle, elle dit oui, l'assurance crédit de Oui, CanExport, finalement. oui, oui, j'ai Oui. vu ça. Oui, Sophie, je lui reviendrai. Le programme d'assurance pour le rendre disponible au Canada, parce que l'assurance qu'on fait, nous, je vais en parler tout à l'heure dans les bonnes pratiques à avoir, c'est d'assurer ces comptes à recevoir, surtout pendant la période de crise. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on assure les comptes à recevoir étrangers. Alors, lorsqu'on vend à l'étranger, on peut s'assurer du non-paiement de notre acheteur de l'autre côté. C'est ce qu'on fait. On travaille avec une compagnie pour faire le domestique, pour pouvoir donner aux compagnies canadiennes une police d'assurance qui couvre à la fois l'international et le domestique, mais on ne fait pas, on n'a jamais fait de domestique seulement. Maintenant, avec nos nouveaux pouvoirs pour aller sur le domestique seulement, disons, pour pouvoir adresser ça, bien, il faut y aller étape par étape. Alors, il y a des étapes légales qu'il faut faire et on est dans ce processus-là, dans ces discussions-là. Alors, Sophie, je lui reviendrai exactement parce que je n'ai pas la réponse. Je ne pense pas qu'on est rendu là encore dans nos discussions, mais je reviendrai certainement là-dessus. Alors, cette mesure-là est peut-être un petit peu plus lente à mettre en place que les autres parce qu'il y a des étapes à prendre pour y arriver. Alors, et savoir comment on va y arriver. On travaille aussi à la fois ici avec des partenaires, les partenaires locaux, les partenaires sur place, les assureurs locaux, les Coface, Euler et eux. On n'est pas là pour prendre la place de ces compagnies-là. On s'entend là que l'économie, elle va reprendre. Moi, je suis toujours bien optimiste, ces choses-là. Le monde va revenir comme avant.
dans pas longtemps. Alors, on n'est pas là pour toujours. On est là pour mettre un petit band-aid, un petit diachylon sur les bobos en attendant. Alors, on n'est pas là pour prendre la place des autres. On est là pour aider. Et quand ça sera fini, bien, on se retire et on laisse les autres reprendre leur place et qui leur est dû, évidemment. Alors, c'est pour ça qu'on utilise les partenaires. Dans ce cas-ci, on va utiliser les compagnies d'assurance comme partenaires. Alors, il faut s'ajuster. On est là-dedans présentement avec ces compagnies-là. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais entamer maintenant avec la deuxième question qui touche ton webinaire, qui est la suivante. Quels conseils proposerais-tu aux entreprises qui ont des besoins de liquidité? On va passer à la diapo numéro 5 pour ça. C'est des petits conseils en temps de crise que j'ai voulu partager avec vous. Et puis après ça, on pourra aller vers les questions générales. Alors, des petits conseils en temps de crise. D'abord, c'est de bien s'entourer. Je pense que le réseau des femmes d'affaires du Québec, c'est en plein ça. C'est ça le but de ce réseau-là, c'est de bien s'entourer. Si vous faites partie du réseau, c'est que vous avez compris. Alors, bien s'entourer, il y a DC, je vous ai fait part de mes programmes, des programmes qu'on a, mais il y a aussi la BDC, qui a aussi des programmes semblables, qui ont des formules de prêts directs, des prêts conjoints avec des banques, des prêts en ligne, qui s'adressent aux exportateurs et aux non-exportateurs. Il y a Investissement Québec aussi, qui a une formule PACT, une formule de garantie de prêt avec les banques aussi, qui est très bien. Il y a les MRC qui ont reçu des fonds pour les petites entreprises. Alors, il y a plusieurs intervenants qui ont différents types d'aides. Alors, je vous encourage à regarder autour de vous, parler autour de vous. Les chambres de commerce, normalement, et beaucoup de firmes d'avocats mettre sur leur site web un peu une synthèse de l'aide qui est disponible un peu partout. Alors, c'est intéressant. J'ai vu un beau tableau sur la Chambre de commerce de Québec, sûrement que celle de Montréal fait aussi la même chose. Alors, de regarder un peu autour de nous, de parler à nos partenaires à qui on parle d'habitude, quitte à même élargir son cercle là, pour aller chercher d'autres informations. C'est important présentement de bien planifier sa trésorerie avant de contacter son banquier. Alors, tout est différent ces jours-ci. Tout est différent dans son approvisionnement, tout est différent dans ses clients. La plupart des entreprises sont fermées. Alors, tout le monde va avoir des besoins qui sont différents, mais c'est important de prendre le temps et de bien évaluer c'est quoi la trésorerie, c'est quoi qui s'en vient, ça va être quoi son besoin. Et rendu avec son banquier, bien, c'est plus facile d'avoir le dialogue lorsqu'on est prêt avec nos informations. Aussi de comprendre ses obligations contractuelles et de documenter tout changement. Alors, présentement, vous avez peut-être des fournisseurs. Vous avez aussi des acheteurs de vos biens. Il y a des choses qui ne passent plus, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus produire, vous ne pouvez pas livrer. Disons que vous deviez livrer quelque chose le 1er juin, bien là, si vous êtes fermé, il y a des bonnes chances que vous ne pourrez pas livrer ce que vous vouliez livrer le 1er juin. À ce moment-là, vous prenez contact avec vos acheteurs, c'est la même chose avec vos fournisseurs, et si vous devez changer les délais de livraison ou les délais d'acceptation de fourniture, bien, c'est important de documenter ces choses-là. S'il arrivait quelque chose plus tard, bien, vous voulez vous assurer que tout est bien documenté pour ne pas avoir de malentendus plus tard ou de chicanes plus tard. Alors, documenter ça de bonne façon. Si vous devez changer votre contrat, si vous avez un contrat en place, assurez-vous que le contrat, il est changé en bonne et due forme et pas nécessairement sur une feuille de chou, disons, pour s'assurer que tout est conforme par la suite. En parlant des fournisseurs et des clients, bien, ils vont être là après la crise, les fournisseurs et les clients. C'est important d'entretenir de bons liens avec eux autres. Alors, on est dans des situations de souplesse à gauche et à droite. Alors, de s'entendre avec nos fournisseurs, de s'entendre avec nos clients, de donner des souplesses si on est capable, si c'est possible, d'aller chercher l'appui qu'on a besoin peut-être
pour pouvoir donner de la souplesse. Alors, de voir avec notre banquier, est-ce qu'on peut avoir plus de liquidité qu'on aurait besoin normalement pour pouvoir donner de la souplesse à son fournisseur pour qu'il paye un petit peu plus tard. Devoir d'assurer ses comptes à recevoir au lieu de demander à ton client de payer en 30 jours, ben, peut-être qu'on lui dirait ben, 60 ou 90 jours, c'est correct. Il y a de l'assurance qui peut vous protéger pour permettre de donner des termes de paiement comme ça. En ayant cette souplesse-là avec ses fournisseurs et ses clients-là, ben, ils vont s'en rappeler rendu l'autre bord de la crise. Alors, vous serez en bon terme avec eux. Songez à recevoir, à assurer vos recevables, c'est ce que je parle. Maintenant, peut-être qu'on est confortable. Ce client-là, il m'a toujours payé. Il est en Europe, il est aux États-Unis, il m'a toujours payé. Net 30, il payait avant. Ben, les choses sont différentes maintenant. On peut peut-être vouloir lui donner un 60 ou un 90 jours, mais c'est peut-être une bonne idée aussi de considérer, d'assurer nos recevables. Il y a des courtiers qui sont là pour nous aider à bien gérer ces choses-là, de donner les termes qui sont appropriés à nos clients. Ça va être bienvenu de la part de nos clients, certainement, de pouvoir donner des termes un petit peu plus longs, de leur donner un petit peu de souffle et nous, de se protéger. Il y a d'autres soucis à avoir que ceux de savoir si on va se faire payer ou non dans 60 ou 90 jours. Alors ça peut nous aider. C'est vite fait par des courtiers sur le site web de DC. C'est comme vous voulez. Soyez informés. EDC sur son site web a un centre d'aide à l'export. Il y a plein d'articles qui sont là, des articles qui sont pertinents. C'est des questions qu'on reçoit à tous les jours. Alors, on y répond aux questions. Vous pouvez voir les questions les plus posées si vous voulez. Et vous pouvez aussi poser des questions directement à EDC. Par exemple, ben là, je voudrais ouvrir un nouveau marché, je voudrais considérer un nouveau marché. C'est quoi les frais de douane pour ce marché-là? Un peu n'importe quoi. On peut vous aider à vous éclairer sur des questions d'exportation que vous auriez présentement. Et finalement, dernier petit point, ben, je le trouvais approprié parce que c'est demain. EDC et BDC présentent conjointement un webinaire demain à 13h. Vous pouvez aller sur le site web d'EDC pour vous inscrire. Ça va être intéressant. C'est sur le financement et le soutien pour votre entreprise. C'est vraiment lié à la PME, la petite entreprise. Alors, je crois que ça vaudrait la peine de passer une heure pour voir qu'est-ce que DC aurait à partager et la BDC aussi demain. Alors, c'est un peu mes petits conseils, sont surtout financiers, mais pour nous aider à passer à travers la crise puis d'arriver l'autre bord sans trop de bobos sur le corps. Merci beaucoup, Diane. On a eu une autre question pendant que tu faisais la présentation de Diane Diotte, qui est coordonnatrice du BDEC ici pour le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Elle a demandé s'il y a des pays qui sont plus à risque d'importation pour nos entrepreneurs québécoises. C'est une bonne question. Je pense, c'est à ma connaissance, il y a des pays qui sont plus risqués normalement, pas nécessairement à cause de la crise. Il y a toujours des pays qui sont plus risqués que d'autres à l'importation ou à l'exportation. Des pays peut-être qui ont des logistiques plus compliquées, des pays qui ont peut-être des lois, des contextes de lois qui sont moins clairs et plus compliqués. Les pays qui sont moins risqués sont ceux où on a des ententes commerciales, certainement, où on a des bonnes relations diplomatiques aussi, des ambassades sur place. Alors, des pays où il n'y a pas d'ambassade, ça complique un peu les choses. Pas de relations diplomatiques, ça complique un peu les choses. Je dirais que dans le contexte actuel, même dans les bons pays, ça ne veut pas dire que tout est facile. Alors, c'est de bien connaître
de bien connaître ses fournisseurs. Assurément, il faut bien connaître son fournisseur. Merci beaucoup. On a une autre question qui est venue du clavardage de Naomi Collin. Elle dit, quand j'importe des marchandises de l'Asie, on me fait payer 30 à la douane. Elle se demandait si c'est la même chose pour les États-Unis. C'est pas une exigence de douane nécessairement pour les États-Unis. Alors, ça sera le fournisseur, une pratique du fournisseur. Alors, 30 d'avance, c'est pas anormal. C'est pas anormal, surtout quand c'est un nouveau fournisseur. Peut-être dans le contexte actuel, les fournisseurs présentement, comme tout le monde veut prendre moins de chances possible. Alors, si on connaît son fournisseur, oui, on peut négocier des termes sur réception, mais avec un nouveau fournisseur, il va fort probablement vouloir avoir une avance de paiement à l'envoi ou à la douane. Il y a des façons peut-être de négocier avec des lettres de crédit fournisseurs. Alors, on émet une lettre de crédit au fournisseur, c'est des fournitures répétitives. On dit, là, une lettre de crédit, je te paye, par exemple, c'est une lettre de crédit qui vaut de l'argent seulement s'il tire dessus. Alors, il n'y a pas une sortie de fonds, là. Alors, on lui donne une lettre de crédit. Tu m'envoies les biens, je les paye quand je les reçois, mais si à un moment donné, je ne te payais pas quand je les reçois, tu as le droit de tirer sur la lettre. Alors, lui, c'est un petit peu comme un petit coussin là, de sécurité. Alors, ça, c'est des façons peut-être de négocier avec son fournisseur pour pouvoir payer sur réception des biens. Il y a des fournisseurs qui accepteront, d'autres qui n'accepteront pas. Mais en fait, les frais de douane, est-ce que c'est pas le fournisseur qui les charge, c'est le pays? Ah, le frais de douane, le frais de douane, oui, effectivement, normalement, il serait payable. Donc, ce n'est pas vraiment le fournisseur qui gère cette partie-là. Chaque pays a des frais de douane qui peuvent Chaque différer. fournisseur, oui, chaque fournisseur peut être différent. Un fournisseur peut décider, lui, il le met dans son prix, puis il envoie ça à travers la douane tout le temps, puis il s'arrange avec la douane, il le met dans son prix, il le fait. D'autres disent, ben moi, je t'envoie les biens, mais c'est à toi de t'organiser avec la douane. Et il y a certains biens qui n'ont pas de frais de douane. Alors, ça peut être... chaque cas va être différent, effectivement. Là, je comprends mieux la question. Chaque cas va être différent. Parfait. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions, mais on avait une réflexion qui m'a été envoyée par Karima Catherine Goudiam, qui est la présidente de Red Dot Digital. Karima nous a accompagnés à la mission d'Europe à la dernière semaine de janvier. On est arrivé juste avant la pandémie, juste à temps en fait. Et là, elle disait tout ce qu'on entend, que ce soit à la télévision, dans les médias, en lien avec les achats locaux. Tout le monde dit, ben, il faut acheter local, il faut acheter local. Et elle, sa réflexion était, oui, c'est beau, mais si tous les pays décident qu'on va acheter locaux, pour nous autres, les exportations, ça va être quoi les conséquences que ça va avoir sur nous? On fait beaucoup de démarchage. Quand même, les femmes, quand ils vont en mission, on sait très bien où les femmes et tous les exportateurs, finalement, quand ils vont en mission commerciale, ça coûte quand même des frais aller là-bas. Il y a quand même beaucoup d'enjeux, de temps investi. Et là, l'inquiétude, évidemment, c'est qu'est-ce qui va arriver avec nos exportations? Est-ce qu'on va quand même être capable de percer? C'est la question qui hante plusieurs d'entre elles. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, c'est une excellente question parce qu'on est bien les premiers à avoir mis en place notre panier bleu la semaine dernière. Alors, c'est une excellente question. J'aime beaucoup cette question-là. Et je pense que ça nous force à penser à d'avoir une offre unique et d'avoir une offre qui se démarque. Déjà, c'est là qu'on devait être pour percer dans les marchés. Et c'est beau de dire qu'en France, ils vont acheter local, mais si on arrive avec une offre et qui a une valeur ajoutée qui n'existe pas sur le marché, du sirop d'érable, ben, d'acheter local en France, ça sera difficile. Alors, ou si on arrive avec une plateforme, avec peu importe ce qu'on a, qui est mieux que toutes les autres, qui est différente que toutes les autres, qui amène une valeur ajoutée que toutes les autres locales, on se démarque et même s'il veut acheter local, ça n'existe pas,
pour avoir quelque chose de mieux, ils achèteront. On peut encore tirer notre épingle du jeu de cette façon-là, je pense. Alors, c'est une bonne question et ça va nous forcer à trouver une façon de se démarquer et d'être différente pour pouvoir percer. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup de toutes ces informations. On n'a pas d'autres questions. As-tu d'autres commentaires? Ah, on vient d'en avoir un autre. Brigitte L'Espérance nous communique, elle dit on peut également changer nos stratégies en produisant, par exemple, localement nos produits à l'extérieur de nos frontières. C'était un peu la conversation, hein, Diane, qu'on avait hier Oui, lorsqu'on oui. est allé en Europe, justement. Il y en a qui nous disaient, bien, si vous avez un bureau en Europe ou un distributeur en Europe, que ce serait probablement plus facile de pouvoir exporter nos services ou nos produits. Ben absolument. Puis on l'a vu déjà aux États-Unis avec les États-Unis n'ont pas été la main morte. Là. Eux autres, ils ont mis une loi en place il y a quelques années, le Buy America Act. Alors, à ce moment-là, les donneurs d'ordre publics américains n'avaient même pas le droit d'acheter de l'extérieur des États-Unis. Il y avait des règlements de contenu américains, tout ça. Alors, les entreprises canadiennes qui fournissaient ou qui voulaient continuer de fournir dans ces projets-là ont ouvert tout simplement des filiales aux États-Unis, puis ils continuent à fournir. Alors oui, c'est une façon, lorsqu'on a une production quand même assez importante, qu'on a, ben, je ne veux pas dire les reins assez solides, parce on peut avoir une filiale aux États-Unis, ça peut être que ce soit dans de la consultation, dans des services, dans d'autres choses. Ça peut être un partenariat aussi qu'on fait avec une entité locale. Absolument, il y a toutes sortes de façons de pouvoir devenir local. Mm-hmm. Super. Ben, merci beaucoup. Écoute, tu es vraiment une mine d'informations incroyable. Il n'y a pas une Gentil. question qui t'embête. Il n'y a pas une question qui t'embête. Tu étais vraiment, C'est bien fait, mais vraiment. n'hésitez pas de jeter un œil sur notre site web, le petit lien que j'ai mis là, sur le PowerPoint, puis je le mets aussi disponible là, en format PDF aux gens. Mais d'aller voir sur le site web, on répond aux questions régulièrement. Puis si vous avez une question que vous n'avez pas posée ou que j'ai mal répondu, n'hésitez pas de passer me voir à travers le réseau des femmes d'affaires du Québec ou d'aller en ligne et d'aller poser la question pour avoir plus d'informations. Superbe. Mais en passant, la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée. Alors, s'il y en a qui veulent la réécouter ou qui veulent l'écouter en différé ou peu importe la façon pour la réécouter comme il faut, elle va être disponible sur notre site Internet. Donc, ça va nous faire plaisir pour toutes celles qui veulent la réécouter de le faire. On te remercie beaucoup, Diane, parce que lorsqu'on t'a demandé, c'est sans hésitation que tu as accepté tout de suite de bon cœur. Alors, je suis certaine que toutes les informations que tu as pu transmettre là, vont être vraiment utiles à toutes celles qui veulent aller vers l'exportation. En tout cas, merci encore 1000 fois. Un Nous, grand à venir, Oui, on sera là avec vous lorsque le WeBank reprendra. Puis en attendant, on est toujours disponible. J'ai ma collègue Marie-France Hood qui est en ligne aussi aujourd'hui, Marie-France Sénécal, Jennifer Cook de DC sont toutes là. On est là pour vous appuyer, vous aider. Alors, rejoignez-nous directement ou à travers le réseau des femmes d'affaires. Ça nous fera plaisir d'avoir un dialogue avec vous. Merci. merci beaucoup, Diane. Et quand on parlait de ça, justement, on a eu l'avis à l'effet que WeBank, qui devait avoir lieu au mois de juin, est reporté à la mi-novembre. Donc, c'est vers je n'ai pas la date précise sous les yeux, là, mais c'est vers la mi-novembre que c'est reporté. Puis, on n'hésitera pas à faire appel avec vous encore. Pour les participantes, bien, on vous invite à vous joindre à nous. On a un webinaire cet après-midi à 16h qui est à vos marques, planifier, préparer, réorganiser. Votre entreprise est-elle prête pour la reprise après le COVID-19? Et ce webinaire sera présenté par Anne-Sophie Tétrault de Conibox. Pour celles qui sont friandes de nos Facebook en direct, eh bien, demain, jeudi, le 16 avril, toujours à 10h, on va parler justement, on en a parlé tantôt un peu d'achats locaux. Donc, on aura comme invité Alain Dumas, qui est le directeur général du Panier Bleu, puisqu'on vient d'en parler, Stéphane Drouin, qui est le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, ainsi que Isabelle Huot, qui est notre docteur en nutrition. Donc, ce sera des sujets super intéressants et c'est un rendez-vous qu'on vous donne cet après-midi pour notre webinaire
et pour notre Facebook en direct. Et pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de les transmettre à Diane. Et sur ça, je vous remercie à toutes de votre participation. Merci encore, Diane, pour cette belle présentation. Un grand merci à tout le monde. Bye bye. Merci. Bye bye.